Bonjour et bienvenue à notre webinaire gratuit Gagner en efficacité avec R Markdown. Je suis Jennifer Vézina, coordonnatrice développement en affaires chez Numea et j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps dans vos journées pour nous joindre aujourd'hui. Je serai votre modérateur de ce webinaire. Veuillez noter que les participants seront en mode écoute uniquement tout au long du webinaire et que ce webinaire est enregistré. L'enregistrement serait envoyé par courriel à tous les inscrits demain. Je vous demanderai à taper vos questions dans la section Q&A à tout moment pendant la présentation. Les questions seront compilées pendant le webinaire et notre présentateur va les répondre à la fin de sa présentation. Je vais maintenant vous présenter Julie Maloche, qui est scientifique des données en chef et associée de Numea, pour vous donner un bref aperçu de Numea et parler un peu de notre raison d'être, nos services et comment nous travaillons avec nos clients. Et par la suite, Julie va présenter notre conférencier. Alors, bonjour. Alors, tout d'abord, effectivement, je suis Julie Maloche. Je m'occupe de l'équipe des scientifiques de données chez Numea et le volet des formations aussi. Donc, j'ai cofondé Solutions Stat en 2010. Peut-être certains d'entre vous me connaissent, peut-être que non. En 2020, on est devenu Numea. Ce changement-là était pour mieux refléter notre nouvelle offre de service. Donc, au niveau de l'entreprise, un petit slogan: vos données simplifiées, vos données en action. Fait que ça résume bien qu'est-ce qu'on veut offrir à nos clients. Donc, en fait, on veut vraiment travailler la donnée de A à Z. Et nous rendons, comme on dit dans notre mission, on rend l'utilisation des données simple, concrète, efficace et percutante. Donc, pour faire ça, évidemment, ça nous prend une équipe multidisciplinaire. Fait que oui, on a des scientifiques de données, mais on a aussi des analystes d'affaires, on a des vulgarisateurs, des stratèges de données, des ingénieurs de données, des développeurs BI, des stratèges marketing et d'affaires aussi. Alors, on peut diviser nos expertises en 3 volets. On a le volet service d'affaires, on a le volet service aux scientifiques et produits. Fait que si je vais un petit peu plus dans le détail, si on parle de notre service d'affaires, notre service d'affaires, on a toute l'intelligence d'affaires et la visualisation. Donc, tout ce qui est l'aspect tableau de bord qu'on développe, là, autant on va chercher la donnée puis on l'illustre à l'aide de tableaux de bord. On a une grande expertise dans des segmentations et l'expérience client, donc qu'on a développé depuis des années. On travaille pour mieux comprendre l'efficacité des programmes de fidélisation. On a des gens en marketing qui couvrent tout le volet de performance marketing et bien entendu, nous, les scientifiques de données, on s'imbrique dans cette offre de service-là avec nos modèles, avec des modèles statistiques, avec des analyses un petit peu plus avancées là, de la donnée. Plus précisément, qu'est-ce qu'on offre aux scientifiques? On a tout un volet où on fait de la statistique appliquée à la recherche. On a un volet de formation aussi, autant des formations publiques que des formations sur demande pour certains clients. On produit aussi du matériel pédagogique et des petits webinaires, là, comme vous assistez aujourd'hui. Puis, on a le volet enquête et sondage. Pour ce qui est de nos produits, on est partenaire. On est partenaire avec IBM, donc principalement pour les solutions là, de SPSS statistique, SPSS Modeler. On est aussi partenaire avec Inverness Analytics. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la donnée secondaire, donc des grosses bases de données qui permettent de bonifier l'information qu'on ne détient pas sur nos clients ou nos sujets de recherche. Bon, nos champs d'expertise au niveau des scientifiques de données, c'est quoi, là? À quel type de mandat on peut répondre? Bien évidemment, on a une grande expertise dans tout ce qui est statistique classique pour effectuer des modèles, que ce soit régression linéaire, régression logistique, de l'analyse factorielle. Mais on a aussi une expertise assez pointue là, pour tout ce qui est les modèles plus complexes. Quand on parle de modèles mixtes, par exemple, des équations structurelles.
On fait des calculs de puissance statistique, très important en recherche surtout. Donc, ça implique de calculer la taille d'échantillons requise avant de débuter une recherche. On a un volet sondage, fait qu'on peut vous aider au niveau de l'élaboration d'un questionnaire, mais aussi toute la programmation du questionnaire en ligne. C'est des choses qu'on peut faire. L'analyse des données de sondage, bien entendu, puis l'aspect de pondération. On peut vous assister aussi pour ce qui est de la rédaction. Fait que soit interpréter là, des résultats de modèles statistiques, mais aussi rédiger ces résultats-là. On peut le faire aussi pour des demandes de subventions et les articles scientifiques. Puis finalement, bien évidemment, on connaît plusieurs logiciels spécialisés, donc on travaille autant avec les logiciels comme IBM, SPSS Statistique. Bon, je vous avais déjà dit qu'on était partenaire, mais on travaille aussi avec SAS R, SPSS Modeler, Power and Precision, PASS pour des calculs de puissance, Tableau, Power BI, Excel, Python. On a des experts qui connaissent tous ces logiciels-là. C'est qui nos clients? Bien, on a des clients qui viennent nous voir pour nos services scientifiques au niveau de la consultation. Fait que oui, des clients qui proviennent du secteur privé. Ça peut être des petits départements de recherche à l'intérieur du secteur privé. On a des clients du gouvernement, les CIUS, les SIX, les centres de recherche, les universités. Au niveau de nos formations, c'est la même chose. Le secteur privé, souvent, c'est pour des formations un peu plus dédiées, privées, mais on fait aussi des formations de groupe à l'intérieur duquel on a des étudiants, des professeurs, des chercheurs là, qui viennent s'inscrire à nos formations. Sur ça, ben, je vous laisse nos coordonnées aussi. Fait que vous pouvez nous contacter à info@numea.ca. On a un site web que vous pouvez visiter et on a aussi une plateforme de formation sur laquelle vous avez du matériel gratuit. Puis c'est aussi une vitrine là, pour toute notre offre de formation. Donc, sur ça, je peux vous laisser la parole. Je laisse la parole à Yann. Yann fait partie de mon équipe. Il a développé une expertise. Bon, en fait, il connaît très bien R et il a développé une expertise avec R Markdown qu'on veut vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, c'est à toi, Yann. Merci beaucoup, Julie. Merci pour avoir présenté la compagnie. Donc, avant de me présenter, je voulais juste vous dire que ça devrait durer environ 30 à 35 minutes, donc pour la portion webinaire. Et par la suite, il y aura la période des questions. Mais c'est ça. Donc, on va faire les questions après et le webinaire va terminer à 1 heure. Donc, à 1 heure, on devra couper. Sinon, c'est ça. Si jamais vous levez votre main, je ne pourrai pas vous répondre. Je vais faire ça juste après ma présentation. Donc aussi, je vais faire la présentation sur PowerPoint et sur R pour vous montrer un peu plus comment ça fonctionne. Donc, moi, c'est Yann, encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter Gagner en efficacité avec R Markdown. Donc, pour qui suis-je? Je suis Yann Watts, analyste statisticien chez Numea depuis un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai fait ma maîtrise en statistique à l'UDM. Et si jamais vous voulez me contacter, voici mon courriel. Donc, pour le plan du webinaire, donc, c'est quoi, on va aller voir c'est quoi R Markdown. On va aussi voir quels sont ses avantages principaux, qui l'utilise aussi en général. On va explorer à travers différents exemples sur R comment on peut utiliser R Markdown. On va voir qu'il est possible également d'automatiser des rapports et ainsi faire des sorties différentes avec le output généré. Donc, ça, vous le savez, je pense tous. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus plate à faire? C'est la rédaction de rapports. Donc, une fois qu'on plonge dans le logiciel R, on a notre script, on a nos tableaux, nos sorties et tout ça. Donc, on sait que on a toutes nos sorties qui sont stockées dans notre ordinateur, puis après, on doit construire notre rapport. Donc, souvent, ça va être très répétitif. Il y aura souvent des erreurs manuelles qui vont arriver parce on va tout transmettre les résultats une à une dans notre rapport final. Et souvent, ça va être très long à faire. Donc, on va voir comment on peut passer de quelque chose qui est plate à quelque chose qui est intéressant comme un Markdown pour ressembler un peu plus à ce bonhomme-ci. Donc, c'est quoi R Markdown? Donc, pour ceux qui connaissent R et qui connaissent R et RStudio, donc vous savez que nos données, on peut les acheminer à travers le fichier R, donc un script.R ici. Et par la suite, on fait des étapes manuelles. Donc, on fait nos analyses, on sort nos stats descriptives, n'importe quelle analyse statistique qu'on a besoin. Et c'est à travers ça qu'on aura nos tableaux, figures et résultats.
Et par la suite, nous utilisons des étapes manuelles pour le reconvertir ici dans la sortie qu'on veut. Donc, par exemple, Word ou PowerPoint. Mais ce qu'on va voir ici, c'est qu'on peut également acheminer nos données à travers un fichier RMD, donc le fichier R Markdown. Donc, à travers ce fichier, tout sera automatisé, puis on va voir qu'on peut avoir notre code, notre texte de rapport et toutes les figures et résultats et tableaux au même endroit. Et on va avoir plusieurs sorties qui sont possibles. HTML, PowerPoint, Word, PDF, même des dashboards ici, des articles scientifiques et également des applications Shiny. Donc ça, on ne va pas le couvrir, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes sorties variées. C'est quoi les avantages principaux de R Markdown? Donc, c'est un outil qui nous permet d'automatiser des rapports. On le verra par la suite, mais surtout, on va voir les 5 avantages qui s'y rattachent. Donc, la reproductibilité. R Markdown lit explicitement les données et le code R et les résultats, créant ainsi un flux de travail entièrement reproductible. Donc, tout sera au même endroit. Par la suite, les formats de sortie variés, on vient de le voir dans la diapositive précédente. Donc, on peut avoir des sorties HTML, Word, PowerPoint, etc. Sinon, il y a une efficacité du flux de travail parce que n'importe quelle modification qui est faite dans le document R Markdown va être reflétée et on pourra le voir facilement parce que tout est au même endroit. Réduction d'erreurs manuelles. Bien sûr, comme on a vu, il intègre le code, les données, le résultat au même endroit. Donc, on pourra facilement réduire les réductions d'erreurs manuelles parce que tout sera au même endroit et dans le même document. Et qui dit tout dans le même endroit, donc code, résultat et texte, ça facilite la collaboration et la communication avec les collègues. Donc, si jamais un de vos collègues ou doit travailler dans le même document que vous, il peut facilement s'y retrouver parce que tout est au même endroit. Plus besoin d'avoir des tableaux dans un dossier, les figures dans l'autre, et puis les sorties, plusieurs scripts R, tout peut être au même endroit. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, qui utilise R Markdown en général? Donc, par exemple, j'ai cherché, moi aussi, j'étais intéressé par cette question, et j'ai vu que, par exemple, Airbnb, qui est une compagnie assez grosse dans le monde, qui utilise leurs codes et visualisations dans un seul rapport écrit, et par la suite, ils les partagent avec leurs partenaires commerciaux. Donc, ils utilisent R Markdown pour ceci. Sinon, par exemple, le Kaiser Family Foundation, donc ils utilisent R Markdown également. Donc, c'est une fondation à Chicago qui a été mandatée pour voir les bénéfices en santé pour leurs employés. Donc, si je vous montre quel document est possible de créer avec R Markdown, donc vous voyez très bien que tout ceci est quand même un document assez exhaustif, assez précis et très joli, qui est entièrement créé avec R Markdown. Donc, on voit que le potentiel énorme avec ce genre d'outils. Et par la suite, chez Numea, comment nous l'utilisons? Eh bien, ici, nous avons un client ou différents clients. Par exemple, le même client, nous avons des analyses que nous refaisons toujours. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un squelette du rapport au début. Et par la suite, une fois qu'on reçoit les données à nouveau, on les remet dans le document R Markdown. Ça nous permet de sauver du temps et surtout d'être plus efficace. Et si jamais nous faisons des analyses qu'on refait souvent avec différents clients, nous créons le même squelette. Nous pouvons juste faire des petits ajustements dépendamment du client, mais on est plus efficace comme ça. Donc, ça ne serait pas un webinaire si on ne mettait pas nos mains dedans. Donc, ça serait plus facile de voir ici comment nous utilisons R Markdown dans le logiciel RStudio. Donc, une fois que vous téléchargez R et RStudio qui est entièrement gratuit, donc vous le téléchargez et vous avez les 4 fenêtres ici. Pour ceux qui s'y reconnaissent, vous le savez, ça c'est la fenêtre de l'environnement, la fenêtre où est-ce qu'on a au graphique et le menu d'aide. Ici, la console qui nous affiche les résultats et notre script R. Mais à la place de créer un script R ici, donc par exemple, vous savez que 1 plus 1 égale 2, si je le roule, ça me sort le résultat dans la console. Eh bien, à la place de créer un script R, ce qu'on va aller faire ici, c'est New File. À la place de faire R script, ici, on va faire R Markdown. Donc là, on voit qu'il y a pour ceux qui ne savent pas, maintenant, on a une fenêtre qui s'affiche, puis on dit, OK, avec quelle sortie nous voulons que notre document soit créé. Donc ici, soit c'est HTML, PDF ou Word pour un document. Si on veut une présentation, que ce soit en PowerPoint, Beamer ou en HTML, une application ici Shiny ou avec un template, peu importe, nous allons travailler surtout aujourd'hui dans le webinaire en HTML. Nous allons voir qu'on peut faire n'importe quelle sortie,
mais surtout, si on clique OK, ça nous sort déjà un squelette d'un document R Markdown. Donc, on voit ici que dans la fenêtre ici, nous avons du texte, des genres de morceaux de code ici, puis l'entête YAML. Donc, si je retourne juste rapidement ici à notre PowerPoint, on voit qu'il y a 3 sections super importantes qu'on va couvrir aujourd'hui, puis on va voir à quoi ça ressemble et comment les modifier. Donc, on voit que c'est clairement différent du script R. On voit ici qu'on a une en-tête YAML ici, qui sera toujours au début du document R Markdown. Donc ici, on va faire des modifications comme ajouter une table des matières, mettre le titre, ajouter le nom des auteurs et l'output dans lequel on veut notre document. Par la suite, ici, on a nos morceaux de code comme on code en script, comme on code d'habitude en R dans un script, mais ici, on peut voir ces morceaux de code comme notre petit script R ici. Donc, on peut le diviser dans le document comme on veut. Et ici, on a notre texte. Donc, le texte ici, c'est le texte qu'on va avoir dans notre rapport. Donc, l'introduction, méthodologie, etc. Donc, si on revient ici à RStudio, et je vais, à la place de rouler mon document, je vais tricoter le document ici. Donc, je clique sur tricoter et je veux juste sauvegarder ceci comme étant test. Donc, il va renommer ici mon document R Markdown comme étant test. Et on voit ici que ce qui arrive, c'est qu'à la place que R travaille dans la console, il va travailler ici dans l'onglet Render. Pour ceux qui utilisent R, vous ne saviez pas à quoi ça sert, mais maintenant vous le savez. C'est pour créer des documents. Donc, on voit ici qu'il a créé le document ici, Output Created Test HTML. Et si on l'ouvre ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre output ici. Donc, si je vous le mets côte à côte, pour que vous voyez mieux ce que ça sort, là. Voilà. Donc, vous voyez ici que nous avons exactement notre texte ici dans notre document en Markdown qui est dans le document de sortie. On a même les résultats ici de notre code. Donc, par exemple, on voulait le résumé de ce jeu de données, on l'a ici. On a même les graphiques ici. Donc, on voulait le graphique pour ce jeu de données, il est là. Donc, vraiment, on voit l'avantage, puis on voit où est-ce qu'on peut s'en aller si on veut pousser un peu plus ce genre de documents. Et on voit que ici, on a l'entête où est-ce qu'on peut la changer. Si on voulait changer le titre, c'est possible, l'auteur, bref, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, on va le voir par la suite, mais c'était juste pour vous donner une appréciation de ce qui peut être fait. Juste en créant un document R Markdown sur R, on a déjà ici un squelette du rapport qu'on peut modifier ou on peut en créer un nouveau. Donc, retournons ici aux diapositives. Donc maintenant, on va aller voir comment modifier le langage ici. Donc, comment écrire le texte ici dans le rapport R Markdown. Donc, pour vous illustrer comment utiliser le langage, je vais utiliser le jeu de données Diamant. Donc ça provient de la librairie ggplot2 en R. Donc, c'est un ensemble de données contenant les prix et d'autres attributs de près de 54 000 diamants. Puis les variables sont les suivantes. Donc, on a nos variables ici qui sont des caractéristiques différentes, ont des caractéristiques différentes pour chaque diamant. Donc, retournons ici en R. Voilà. Donc, si je vous illustre ceci, donc, voici un document que j'ai créé pour le webinaire d'aujourd'hui. On va voir comment l'améliorer au fur et à mesure pour avoir un document plus exhaustif et voir comment on peut automatiser. Mais par la suite, il faut qu'on commence avec la base. Donc, voici l'entête YAML. On va en parler un peu plus tard dans le webinaire, mais pour l'instant, j'ai juste changé le titre et la date. Et on voit que c'est reflété ici dans mon document HTML de sortie. Donc, pour que ça prenne peu de temps, je l'ai déjà tricoté ce document. Donc, c'est ça que ça me donne ici. Par la suite, on voit que si je voulais rajouter une section, j'ai qu'à rajouter un dièse ici avec introduction. Et je vois que ici, j'ai ma section qui est ajoutée. Si je veux rajouter des mots, j'ai qu'à écrire des mots dans mon document en Markdown et les mots seront reflétés ici dans le document de sortie. On voit que si je veux ajouter du gras, par exemple, ici, exploration détaillée en gras, j'ai qu'à rajouter des étoiles, ici, des doubles étoiles de chaque bout du mot ou bout de phrase. Si jamais je veux ajouter un hyperlien pour un mot, par exemple ici, pour diamant, je vais ajouter le lien ici dans mon document en Markdown. Et quand je clique ici sur le lien,
on voit que le lien s'ouvre et à partir de mon document. Et on voit ici, par exemple, ici, c'était juste la documentation par rapport au jeu de données des diamants. Donc, on voit qu'on peut faire même des hyperlignes. Par la suite, ici, on a notre texte ici qui est en italique. Donc, à la place de mettre 2 étoiles, on met 1 étoile, par exemple. Ça va nous mettre notre texte en italique. Donc, on voit que pour la base ici, c'est très facile de modifier notre texte ici pour intégrer du gras ou des mots en italique. On peut également rajouter une image. On n'a qu'à aller chercher le lien, le répertoire où est-ce que l'image se trouve. Et on voit qu'ici, on a l'image diamant ici. Donc, on peut même la visionner ici dans notre document. Donc, on voit ici que si si le répertoire est bien spécifié, l'image va être dans le document. Donc, on peut facilement s'y retrouver dans le document R Markdown. Par la suite, ici, si jamais je veux rajouter une sous-section, donc j'ai ma section méthodologie et je veux rajouter une sous-section analyse avec la variable prix. C'est possible également. Donc, on voit que ici, la police a diminué en taille. Donc, on n'a qu'à rajouter plusieurs dièses si on veut rajouter toujours des sous-sections. Si jamais on veut une liste numérotée, on n'a qu'à mettre 1, 2, 3 et mettre le texte à côté. Et on voit ici dans le document qu'on a 1, 2, 3. Si jamais on veut rajouter des puces ou bullet points en anglais, donc on peut le faire également ici. Donc, on n'a qu'à rajouter une double indentation et on voit ici qu'on a notre texte ici avec des puces. Par la suite, si jamais j'ai une section ici, les données, donc on voit que ici, j'inclus du code pour faire l'appel des librairies. Donc j'appelle mes librairies, mais par contre, ici, je vois qu'il y a pas mal de messages d'avertissement et d'erreurs. On va voir comment les changer dans le prochain document. Mais par la suite, on va juste voir ce que ça donne. Donc, ça nous permet d'afficher notre code et les résultats. Donc ici, si jamais je veux mettre les 6 premières lignes du jeu de données. Donc, pour ceux qui sont familiers, c'est avec la commande head ici, mais je vais rajouter aussi flex table pour que ça me sorte un beau tableau. Donc, ça, c'est dans la librairie flex table. Ça me permet d'avoir les 6 premières lignes ici du jeu de données. Donc, par exemple, ça, c'est les 6 diamants du jeu de données. Diamants. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Et puis, on a également la structure du jeu de données qui est là. Donc, la structure ici qui est affichée dans le document. Et on s'en vient vers le super intéressant ici parce que nous avons ici une phrase où on a des résultats. Donc ici, le jeu de données contient nrow date. Date contient mon jeu de données de diamants qu'on a spécifié ici. Par contre, on voit ici que à la place d'avoir nrow date, on a le nombre d'observations. Pour ceux qui sont familiers avec R, nrow et ncol nous permettent d'aller chercher le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc ici, si je le fais comme ça, on voit qu'on a dans notre rapport automatiquement le nombre d'observations et le nombre de variables ici. Donc tout ce que j'avais besoin de faire, c'est rajouter les apostrophes ici avec R pour résultat, nrow et ncol, et ça me donne exactement le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc on voit que c'est possible d'inclure des résultats dans le texte. Donc un des avantages aussi de R Markdown. Si jamais je veux faire une référence vers une autre section, pardon. Donc ici, je peux le faire en mettant des crochets de chaque bord de variable prix des diamants, en mettant ici dièse et var1. Je fais la même chose ici pour la section, pour que mon document sache où aller. Donc si je clique par exemple variable prix des diamants, ça va m'amener exactement où je veux dans ma section. Donc c'est pour faciliter la lecture dans le document. Par la suite, si je veux modifier la police pour avoir une police plus informatique ici. Donc, j'ai qu'à rajouter le petit apostrophe ici de chaque bord du mot. Et j'ai pas besoin de mettre le R parce que ce n'est pas un résultat. Donc, c'est important de se rappeler de ceci. On voit que finalement, le problème de figure ici, de tableau dans un document séparé, on l'a plus parce que si ici nous voulons un histogramme du prix des diamants, ben, on voit qu'on a l'histogramme du prix. Donc, on voit que c'est possible de le faire. On a notre code ici qui nous permet de générer cet histogramme. Donc, ça, c'est avec la fonction hist en R. Et on met le prix, on met quelques arguments et ça nous permet de créer cet histogramme-ci. Sinon, si on veut un nuage de points du prix en fonction de Cara, c'est également possible. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le code ici dans un morceau de code et ça nous permet de créer le graphique comme ceci.
Par la suite, nous avons encore une fois les variables continues. Donc, par exemple, ça, c'est une autre section ici. Puis on voit que le minimum, le maximum, la moyenne et l'écart type ici est calculé, mais on voit ici que c'est avec les fonctions min, max, min et sd de R. Par contre, ce qu'on obtient ici dans notre document HTML, c'est les sorties directes, donc les résultats. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes, j'ai inclus ici le résultat directement dans le texte. Donc, encore une fois, je vous montre l'avantage de R Markdown. Par la suite, ici, nous avons des sorties encore pour le min et le max, mais on peut également écrire des équations ici. Donc, nous voyons qu'on peut ajouter des équations dans le texte et des équations ici centrées dans le document HTML. Et nous utilisons ici le langage de LaTeX. Donc, pour ceux qui sont familiers avec LaTeX, vous allez trouver ça simple de juste rajouter votre langage de LaTeX ici et ça permet de créer des équations. Donc, nous avons la moyenne, écart type et variance. Et par exemple, je vous montre que c'est possible également de mettre des tableaux. Donc ici, nous avons la fonction desc en R qui nous permet de mettre ici les statistiques descriptives pour la variable de prix ici des diamants. Donc on voit ici que nous avons ici les stats descriptives pour le prix. Par la suite, si nous avons une autre section ici, par exemple les auteurs, c'est possible de mettre les auteurs et je veux surtout attirer votre attention ici sur les trois petites lignes qu'on met juste pour délimiter ici les deux auteurs. Donc, c'est possible de faire ça. Donc là, ça, tout est joli, tout est beau. On a vu comment utiliser le texte, puis on voit que c'est assez simple, mais on aimerait personnaliser le document et le rendre un peu plus digeste. Donc, on aimerait enlever le code qui nous permet de générer les résultats, ainsi que les messages d'avertissement ici et d'erreur. Donc, comment on va faire ça? On va aller voir dans ce document 1 modifié que si je tricote, c'est drôle de dire tricoter, en anglais c'est knit, mais si je tricote ici, ça va me donner ce document-ci. Donc, je vais revenir sur l'entête un peu plus tard. Je vais surtout me concentrer ici sur les paramètres globaux ici, que je n'ai pas mentionné du tout. Donc, si vous vous rappelez bien, je n'ai pas mentionné à quoi servait ce morceau de code ici. Ici, on voit qu'on a echo à true pour tout le document. Donc, ça, c'est les paramètres globaux ici qui seront mis pour tout le document. Et ici, echo est à false. Ce que echo permet de faire, c'est d'enlever tout le code ici qui a permis de générer les résultats. Donc, si nous voulons seulement les résultats sans le code, on voit que nous n'avons pas le code ici qui est généré. Donc, nous avons juste les résultats. Donc, nous n'avons plus ici le hist ou le plot ici pour le nuage de points. Nous avons juste les résultats. Donc, c'est comme ça qu'on peut mettre, par exemple, juste le code ou le retirer complètement. Nous voyons également que nos messages d'erreur ont disparu ici dans les données. Donc, comment j'ai fait, c'est que j'ai mis warning et message à false. Donc, pour tout le document, en Markdown, c'est qu'il ne faut plus mettre les avertissements ni les messages d'erreur. Donc, on voit que notre document devient de plus en plus intéressant ici. J'ai également rajouté ici, nous n'avons pas vu ça dans le dernier document, mais on peut mettre ici, bien sûr, le titre de la figure ici, et également du tableau. OK? Donc, si on vient ici dans le titre de la figure, nous allons ici dans notre document et je vois que j'ai mis fig.cap ici égale à histogramme du prix des diamants. Et j'ai mis ici pour que la figure soit alignée avec son titre. Donc, on voit ici qu'on peut également le faire puis mettre les titres qu'on veut dans notre document. Donc, ça, on a adressé nos deux problèmes qui étaient enlever le code et bien sûr retirer les messages d'avertissement. Maintenant, nous avons ici notre en-tête YAML qu'on a modifié ici pour ajouter un titre et un sous-titre ici qu'on voit là. On peut également mettre plusieurs auteurs. Donc, tantôt, il y avait juste mon nom. Maintenant, j'ai rajouté Julie Meloche. On voit ici qu'il sait également qu'il faut mettre une virgule. Il faut le mettre ici. Par la suite, la date, si je mets ce format-là à la place de mettre 29 novembre 2023, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la date d'aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas besoin de le rentrer manuellement. Ça, c'est le code pour générer la date automatiquement. Donc, 29 novembre 2023. Maintenant, le output, tout à l'heure, nous avions juste ici le output dans le document 1 qui était HTML par défaut.
Mais là, ici, nous avons changé pour que ça soit dans la librairie Bookdown, HTML document 2. Et ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de faire du référencement entre les figures ici et le document. Donc, par exemple, ici, je n'avais pas avant figure 3.1, mais là, je l'ai. Comment? Parce que j'ai rajouté HTML document 2 à la place de 1. Donc, ici, si je clique sur 3.1, on voit que ça m'amène à la figure 3.1. Si je clique sur 3.2, ça m'amène à 3.2. Et c'est possible de faire ça en utilisant ici le ref. Donc, ref fig histogramme. Fait que là, ici, on parle de l'histogramme ici, parce que c'est comme ça que mon morceau de code est nommé. Donc, si j'ai nommé mon morceau de code histogramme, j'ai qu'à faire fig deux petits points histogramme, ici qu'on va parler de celui-là. J'ai même pas besoin de me soucier de mettre 3.1 ici dans le titre du graphique, il va le faire automatiquement. Par la suite, ici, nous avons TOC pour Table of Contents mis à vrai. Donc, nous voyons ici que sans table des matières, on s'y retrouvait pas très bien. Par contre, maintenant, nous avons une table des matières ici, dans laquelle on peut cliquer ici en HTML puis aller aux différentes sections. Et également, on a ici une profondeur qu'on peut ajuster. Donc, si nous voulons juste 1, 2, 3 et 4 pour avoir les sections principales, nous pourrons mettre Tog Depth à 1. Donc, c'est quelques arguments ici qu'on peut changer. Par exemple, on peut numéroter notre section pour les mettre à vrai, pour avoir des sections numérotées pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Et on peut également changer le thème. Donc, il y a plusieurs thèmes prédéfinis en R. J'ai choisi celui-là parce qu'on voit que ce thème est assez différent de celui par défaut. Donc, on voit que c'est une police qui est plutôt de couleur bleue. Et on voit ici que les hyperliens, par exemple, sont de couleurs différentes. Ce que je n'ai pas mentionné encore, c'est que ici, si on veut tricoter notre document, si on veut faire des changements, on n'a pas besoin d'à chaque fois de tricoter le document. Si on veut jouer dans notre jeu de données, il est également possible de le faire. Donc, par exemple, à la place de tricoter mon document à chaque fois et voir si ça fonctionne, je peux directement coder dans mon fichier R Markdown. Donc, par exemple, si je fais Run Current Chunk, il va rouler le morceau de code ici. Par la suite, si je roule ceci, on voit que le jeu de données date a été mis dans mon environnement ici. Donc, je n'ai pas besoin de tricoter le document à chaque fois pour voir des changements. Je peux directement le faire ici. Donc, si je veux voir les 6 premières lignes du jeu de données diamant, j'ai qu'à rouler mon morceau de code et j'ai exactement la sortie qui va être mise dans le document HTML. Donc, on peut justement faire des ajustements sans avoir besoin de tricoter à chaque fois. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de créer un script R. On peut juste tout faire en R Markdown et juste tout coder ici dans des morceaux de code comme ceci. Donc, les morceaux de code, je vous rappelle, on met les triples apostrophes ici avec le petit R. On n'est pas obligé de mettre on n'est pas obligé de mettre un nom ici, on pourrait juste mettre ça, mais c'est bien de nommer nos morceaux de code. Puis on peut vraiment coder dans tout notre document ici. Donc on voit que si je fais ça ici, j'ai mon histogramme qui s'affiche. J'ai pas besoin de vraiment tricoter le document. Une fois qu'on a terminé, c'est là qu'on tricote notre document. Donc c'était juste pour vous illustrer euh, on peut jouer dans notre document directement. Maintenant, ça, c'est tout beau. J'ai ma table des matières, j'ai un rapport qui ressemble à quelque chose que je voudrais présenter à un client, mais j'aimerais le personnaliser un peu plus. J'aimerais rajouter les couleurs par exemple, dans mon cas, les couleurs de Numea. Donc, les couleurs roses et verts que vous pourrez voir sur notre site web. Donc, j'aimerais rajouter ces couleurs-là. Et aussi, j'aimerais le faire en sorte que je puisse automatiser mon rapport. Donc, faire des rapports différents pour des variables différentes. Donc, on a vu qu'ici, on traitait surtout la variable de prix. Mais on a plusieurs autres variables qu'on a vues dans notre document. Nous avons le prix, par exemple, la profondeur. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir comment changer ceci pour automatiser notre rapport pour pouvoir changer la variable automatiquement. Donc, nous allons ici dans notre deuxième document, ici. Donc, si je tricote ce document-là, je vais avoir le document ici qu'on obtient HTML. Donc, tout d'abord, je vais parler de la personnalisation ici des couleurs parce que c'est assez simple. Tout ce que j'ai fait ici, c'est rajouter le logo de Numea, nos couleurs ici en utilisant du langage CSS dans le style. Ça commence à être un petit peu avancé ici, mais vous pouvez voir que tout ce que j'ai fait, c'est rajouter le logo de Numea et ici changer la police et les couleurs pour chacune des sections. Donc, on voit ici que dans tout mon document ici,
toutes les sections et les sous-sections auront les couleurs de Numea. J'ai également rajouté le logo ici dans la table des matières. Donc, on voit qu'on peut personnaliser notre document pour avoir les couleurs de la compagnie ou n'importe où est-ce qu'on travaille. Ça, c'est pour la personnalisation du document. Donc, je suis satisfait. Mais maintenant, si je voulais avoir un document, pas pour le prix, mais pour la profondeur, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais CTRL F et je vais changer tous les mots de profondeur ici, puis tous les mots associés à depth pour la variable en tant que telle? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des paramètres globaux ici dans mon entête YAML. Donc, l'entête est restée pareille ici en ce qui concerne la table des matières ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le thème, bien sûr, parce que je voulais rajouter mon propre style, mais par la suite, j'ai rajouté ici params. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer des paramètres globaux. Donc, on va se concentrer pour l'instant sur les deux paramètres ici, var et non-var. Donc, var ici, ça va être la variable price. Donc, à la place de price, je voudrais mettre depth. Donc, si je mets depth ici, puis à la place de non-var, je mets profondeur, ce que je pourrais faire, c'est si je roule ce document, ça devrait me générer l'analyse pour la profondeur à la place du prix. Mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon document pour que ça fonctionne? On voit ici que, ici, à la place d'avoir prix des diamants, donc si on regarde ici l'analyse de la variable prix des diamants, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici le params $non var. Puis comment je l'ai déclaré en haut ici dans mon en-tête? C'est prix. Donc, je vais encore attirer votre attention. Params $non var ici. Je le mets partout dans mon paragraphe ici pour enlever tout ce qui était prix. Fait que là, pour n'importe quel mot que je veux changer ici, c'est possible de le faire. Ici, par exemple, c'était prix. Si je veux le changer pour profondeur, c'est possible. J'ai qu'à le changer comme ça. Donc, partout où est-ce que j'avais pris dans mon texte, je le change pour ici params $non var. Puis c'est super important de mettre le petit R avec les apostrophes. Par la suite, je mets tout dans mon document, partout où est-ce que j'avais ça dans mon texte, je le change. Mais en ce qui concerne ici la variable prix en tant que telle, à la place de mettre date $price, comme j'avais auparavant, je vais juste vous montrer ici. Ça, c'est dans mon histogramme. Date $price. Ici, j'ai date, puis ici, je mets les crochets avec params $var. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher la variable price pour l'instant, parce que c'est ça qui est déclaré en haut. Mais si jamais je veux depth ici, c'est possible. Maintenant, je vais avoir ça va faire référence à la variable de profondeur. Donc, partout où est-ce que j'avais date $price, il faut que je le change pour ce bout de code ici. Et vous voyez même que pour le graphique, c'est important de changer son titre pour avoir histogramme des params non var, donc du prix ou de la profondeur, dépendamment de ce qu'on a. Donc, j'ai changé partout ici date $price pour ici les variables, la variable déclarée en haut. Donc là, si je tricote ce document, vous devriez me croire sur parole, parce que ça peut prendre du temps, mais ici, on voit que la différence entre le dernier document, c'est qu'à la place d'avoir prix, nous avons profondeur ici. Analyse avec la variable profondeur. Partout, on a profondeur parce que c'est ça qu'on a déclaré au début du document. Et si on va voir notre histogramme, par exemple, on voit qu'il est complètement différent parce que c'est la variable profondeur ici. Si on va voir notre histogramme précédent pour le prix, on voit qu'il est complètement différent. Donc, on voit encore une fois l'intérêt de R Markdown, de pouvoir générer des rapports comme on veut en déclarant des paramètres en haut. Donc, on pourrait automatiser le rapport comme ceci. Donc, on voit que même le nuage de points a changé également. Donc, c'est ça qui est l'intérêt de R Markdown. C'est là où est-ce qu'on voit l'automatisation. Donc, un collègue pourrait juste venir changer la variable en question puis avoir le rapport que lui, il veut. Par la suite, ici, si vous voulez voir, nous avons les auteurs ici. J'ai pas mentionné ceci, mais c'était juste pour vous illustrer encore une fois qu'on peut faire des vecteurs de paramètres. Donc, le vecteur ici, pour les noms d'auteurs, il y en a deux. Donc, si je vais accéder à mon nom, je vais aller à la première position, à la deuxième position ici de nom auteur. Même chose pour les titres, même chose pour le courriel. Donc, si je descends ici, donc dans les auteurs, je vais juste rajouter ici params $non auteur, puis je vais aller chercher à la première position. Puis on voit qu'il y aura mon nom. Si je vais à la deuxième position, on voit qu'il y aura le nom de Julie. Même chose pour les titres et même chose pour les courriels. Donc, on voit que c'est encore une fois ici, nous avons
une certaine personnalisation qui peut être faite en ajoutant les auteurs. Bref, on peut changer tout ce qu'on veut tant qu'on le déclare en haut, puis on met toujours le paramètre $ partout dans le restant du texte. Donc ça, c'était intéressant tout ça pour HTML. Mais là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec HTML, puis qu'il y en a qui pourraient travailler avec d'autres différents documents comme Word et PowerPoint, ou par exemple même LaTeX avec PDF. Donc là, ce que je vais faire, on ne va pas toucher à PowerPoint, mais on va aller voir comment générer le même document avec la sortie en Word. Donc par exemple ici, je vais juste vous ouvrir R au complet. Donc, à la place d'avoir ici tout le CSS du style pour le HTML, ce que je vais avoir ici, c'est je vais avoir mon document en Word ici avec le document de référence. Donc, ce que je dois faire en tant que personne qui travaille chez Numea, je dois créer un squelette du rapport que tout le monde pourra utiliser, qui va contenir nos couleurs, qui va contenir notre police, la taille des caractères. Tout sera dans ce document-là et je vais y faire référence. Donc, quand je vais y faire référence, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de générer un nouveau document en Markdown, mais en prenant les paramètres de mon template que j'ai fait ici. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est pointer dans mon répertoire où se trouve ce document. Dans notre cas, ça s'appelle modèle Numea de rapport complet. Voilà, ce que je vais faire, c'est que si je tricote ce document-ci en Markdown, ça va me donner le document Word qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit dès le début? On voit ici qu'on a notre titre, on a le nom des auteurs, on a la date, comme on avait un peu dans notre document HTML, et on a également la table des matières ici. On a notre introduction, méthodologie, et la même chose qu'on voyait dans le HTML. Bien sûr, il faudrait travailler pour avoir une représentation un peu plus jolie, mais on voit qu'on a essentiellement la même chose qu'on avait dans notre document HTML. Peut-être pas aussi détaillé, par exemple, on n'a pas ici euh, la police informatique, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous illustrer que c'est possible également de le faire en Word ici. Donc, on voit ça, c'est pour la profondeur. Donc, on voit notre histogramme, notre nuage de points, etc. Donc, on voit ici tout ce qu'on a besoin. Puis, bien sûr, si notre template a été mis pour que le texte soit justifié, mais des fois, il faut faire des petites corrections manuelles comme ça à la fin du document. Donc, c'est sûr qu'il y a la partie d'automatisation qui est intéressante, mais bien sûr, il y a toujours un petit aspect manuel qu'il faut faire par la suite. Donc, c'est minime. Mais on voit que vraiment, le pied de page est celui de Numea. Les couleurs sont ceux de Numea. Bref, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, il est possible de faire des documents en Markdown avec la sortie de Word. Si jamais on voulait faire ça avec un document PDF, donc vraiment, tout ce que je change, c'est juste dans mon en-tête. Pour Word et PDF, le texte n'a pas changé du tout. J'ai juste rajouté ici peut-être Library TinyText ici parce que c'est en LaTeX que la sortie va être pour les documents PDF. Mais en gros, le texte est resté pareil. J'ai peut-être rajouté juste des nouvelles pages ici ou sinon tout va se suivre. Puis vu qu'en HTML, il n'y a pas vraiment la notion de page, mais j'ai spécifié des nouvelles pages ici, donc avec New Page. Et voilà. Puis j'ai dit Output PDF document, TOC True. Parfait. Ici, il y aura besoin de faire une sortie de document PDF avec une table des matières. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne ici. Donc, on voit que c'est exactement la même chose que j'avais en HTML, mais ici en PDF, donc avec le langage LaTeX. Donc, nous voyons ici l'introduction, la méthodologie, les données, l'histogramme pour la profondeur. Bref, nous avons la même chose qu'on avait en Word ou que nous avions ici en HTML. Puis on voit ici que en LaTeX, bien sûr, les équations sont mieux reflétées parce que c'est fait dans le but d'utiliser du LaTeX. Donc, c'est pour ça que ça marchait mieux qu'en Word. En Word, on n'avait pas l'équation, par exemple, qui s'affichait. Donc voilà, puis ici, bien sûr, il faut travailler pour voir pourquoi la ligne est comme ça, mais c'était juste pour illustrer que des fois, il y a des petits problèmes qu'il faut ajuster quand on tricote le document, mais bien sûr, ils sont minimes. Donc, et voilà, donc ça concluait la présentation des différents exemples ici pour le jeu de données Diamant, donc HTML, Word et PDF. Donc, on a vu la partie d'automatisation, donc juste vous rappeler que si jamais on veut utiliser Word ou PowerPoint, on n'a qu'à créer le template au début, puis par la suite, juste l'appeler dans notre document en Markdown. Pour PDF, ça serait du LaTeX ici.
Un niveau avancé de R Markdown, ça serait de créer le propre template avec Project Builder. Donc, on peut créer le template ou le squelette, puis après y faire référence quand on ouvre un nouveau document R Markdown. On peut aussi également créer des applications telles que Shiny ici. Donc, ces applications-là nous permettent vraiment de créer un document HTML et de pouvoir naviguer dedans plus facilement avec notre souris. Donc, si on a le temps et on n'a pas beaucoup de questions, je pourrais vous le montrer. Mais sinon, ça, c'est un niveau avancé pour les documents R Markdown. Sinon, on peut créer un rapport automatisé avec des fonctions et des boucles, mais ceci est quand même assez complexe. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un niveau avancé. Et bien sûr, l'hyper-personnalisation, telle que mettre la graphique de telle taille ou le logo à un endroit spécifique, ça peut être très difficile. C'est pour ça que je dis que c'est un niveau avancé. Donc, vraiment, si on veut aller dans les petits détails, dans l'automatisation, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça faut faire attention si on veut vraiment hyper-personnaliser avec R Markdown, ça ne marche pas super bien. Donc, pour la conclusion, est-ce qu'on a gagné en efficacité avec R Markdown? Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a un document reproductible, donc il lit explicitement les données, le codage, les résultats, qui crée un flux de travail entièrement reproductible, donc on peut toujours reproduire des rapports différents. Réduction d'erreurs manuelles. Donc, on voit ici les erreurs manuelles ici qui peuvent être réduites parce que nous n'avons pas besoin de transférer manuellement l'information. Par exemple, les tableaux dans tel répertoire, les figures dans tel répertoire, tout peut être fait au même endroit. On a des formats de sortie variés. Donc ici, les formats qu'on a vus, c'est par exemple HTML, Word ou PDF, mais il y en a plusieurs autres. Et on a le flux de travail et collaboration qui est augmenté, oui. Pourquoi? Parce que tout est dans le même document. Donc, si jamais notre collègue veut générer son propre rapport, il peut, en changeant par exemple les paramètres globaux, ou on peut travailler tout dans le même document. Pas besoin d'avoir les images, les tableaux dans différents répertoires. Donc, pour conclure aussi, vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez me contacter aussi. Sinon, si vous avez n'importe quelle demande en statistique, vous pouvez nous contacter sur Info en numéro pour un mandat. Donc, si jamais vous avez un mandat statistique, vous pouvez nous contacter. Sinon, nous offrons des formations, comme Julie l'a mentionné. Nous offrons des classes privées, par exemple, pour ceux qui n'ont pas très bien compris l'aspect R ici, nous offrons des classes privées en R ou nous offrons des classes privées en introduction en analyse statistique, si jamais vous voulez, dans le logiciel de votre choix. Sinon, vous pouvez voir toutes nos formations ici sur ce lien-ci. Sinon, si jamais vous êtes étudiant ou on a assez d'étudiants qui nous contactent pour faire une formation publique, par exemple, pour R ou R Markdown, ou peu importe la formation qu'on veut, c'est possible. Donc, vous pouvez nous contacter toujours à Info Numéa si jamais vous avez besoin d'avoir une formation. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le webinaire. Merci beaucoup de s'être joint à nous durant cette heure durant l'heure du midi, pardon. Donc, ça me fait plaisir de vous le présenter. J'espère que ça va vous aider. Donc, vous avez vu un aperçu de ce qui peut être fait avec R Markdown. Donc, pour ceux qui sont familiers avec R, peuvent maintenant essayer de l'utiliser puis voir comment ça fonctionne. Et puis, voilà. Donc, merci beaucoup. Puis maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, je vais juste arrêter de partager mon écran. Donc, voilà. Donc, je vais aller en ordre ici. Quels seraient les avantages d'utiliser R Markdown comparativement à un logiciel traitant des fichiers LaTeX, genre Overleaf, pour la production de rapports? Eh bien, je peux répondre. Donc, moi, je suis quelqu'un qui utilise Overleaf pour avoir rédigé mon mémoire de maîtrise. J'utilise pas beaucoup LaTeX chez Numea, mais comme j'ai montré, c'est qu'on peut avoir, si jamais on arrive à un morceau on arrive où est-ce qu'on a beaucoup de code et on a beaucoup de résultats à générer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste commencer notre section, puis vraiment ouvrir un document R Markdown, puis juste taper notre texte qu'on a vu. Donc, on met nos sections, nos sous-sections, on met le texte, on met les équations qui sont reliées. Par la suite, on met notre code R. Donc, on met notre code dans les morceaux de code, puis on sort les résultats tout dans le même document. Donc, c'est à ça que je faisais plus. Donc, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Donc, à la place d'utiliser Overleaf ou n'importe quel logiciel qui traite la tech, on peut tout avoir au même endroit. Parce que si j'utilise Overleaf,
je dois aller chercher mes tableaux dans mon répertoire et les mettre dans Overleaf. Je dois importer les tableaux, les figures. Bref, c'est là que je trouve que c'est un peu plus difficile. Fait qu'on peut tout avoir au même endroit dans R Markdown ici. Donc, voilà. Sinon, est-ce que ça se peut qu'un fichier en Markdown soit plus lourd qu'un fichier R, surtout lorsque les rapports sont très gros, impliquent plusieurs analyses et fonctions statistiques en utilisant des grosses bases de données? Oui, c'est sûr que, admettons, tricoter un document qui est assez gros, ça peut être long. J'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais c'est possible de toujours mettre dans les fonctions globaux qu'on a vues, où est-ce qu'on a mis echo, warning et false, echo, warning et message à false. C'est possible de changer pour certains morceaux de code cache égale à true. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand ça va rouler la première fois le document R Markdown, ça m'arrive aussi, ça va prendre peut-être 5 à 10 minutes. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauvegarder vos données dans votre ordinateur. Donc, si jamais vous avez besoin de juste faire des petits changements dans votre document par la suite, vous pourrez le faire rapidement parce qu'il va sauvegarder toutes les graphiques et les figures. Donc, j'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire. Donc, toujours avoir nos résultats en cache dans le répertoire où est-ce qu'on travaille. Et ça nous permet d'éviter de tricoter notre document à chaque fois pendant 10, 15 minutes. Donc, on peut le faire une fois. Et par la suite, si on a des petits ajustements qui sont faits par rapport au rapport, on peut le faire. Donc, ça nous permet de travailler plus efficacement. Bonjour, l'étape était trop rapide pour avoir le doc HTML. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Donc, je sais pas trop à quoi ça fait référence, peut-être quand je présentais dès le début. Donc, je peux le montrer ici. Donc, juste vous montrer encore une fois comment créer un nouveau document ici, R Markdown. Donc, quand je ouvre R ici, ce que je fais, c'est que je clique File ici, New File, puis je mets R Markdown ici. Puis là, par la suite, je peux modifier le titre directement, l'auteur et la date, mais je peux utiliser la sortie que je veux, PDF, Word. Par exemple, je veux PDF ici. Je vais cliquer OK. Il va me sortir ici un squelette de document qu'on a vu dès le départ, mais ici, à la place d'avoir HTML document, on aura PDF document. Donc ici, si on veut changer pour HTML, on peut le faire comme ça. Donc là, la sortie sera en HTML. Donc, j'espère que ça répond à la question pour comment créer un document en HTML. Puis après, si on veut le générer, bien sûr, on peut le tricoter ici, le document. Donc, voilà. Par la suite, très intéressant, y a-t-il un document de référence pour le tutoriel d'utilisation? C'est une très bonne question. Je peux vous montrer aussi quelque chose qui peut être plus facile pour vous y retrouver pour comment construire le texte. Donc, je vais juste repartager mon écran ici. Donc, voilà. Donc, ici, on peut voir que dans Tools, dans Help, pardon, on voit ici Markdown Quick Reference. Donc, notez-le dans Help, Markdown Quick Reference. Nous avons ici comment nous aider pour nous y retrouver. Donc, si jamais nous voulons l'italique ici, donc on l'a vu, on met une étoile. Si jamais on veut mettre un mot en gras, les sections, les listes numérotées, bref, ça permet de vous aider pour le début si jamais vous voulez changer votre texte. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Sinon, vous pouvez bien sûr trouver des choses sur Internet, mais moi, je pense que s'il y a des trucs plus avancés ou du code plus avancé, vous pourrez toujours nous contacter pour un mandat. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver de l'information simple sur Internet. Quand ça commence à être un peu plus complexe, là, il y a beaucoup moins de documentation. Je vous parle par expérience parce que j'ai dû chercher énormément puis je ne trouvais pas l'information. Donc, voilà. Est-ce que c'est possible d'insérer dans un rapport une page autre document dans R Markdown? Donc ça, c'est une très bonne question. Donc j'imagine que c'est une page de présentation dès le début. Moi, je trouve que c'est très difficile de le faire. J'ai pas trouvé une façon, comme j'ai dit, l'hyper-personnalisation, c'est très difficile. Ce que je fais, c'est que je crée le rapport. Une fois que le rapport est créé, je fais juste faire une insertion de page, par exemple dans un document Word, et je rajoute le logo Numea et par la suite le titre et le texte, selon ce que nous on veut, selon comment nous on a développé notre document Word. Mais pour différentes compagnies ou pour différentes personnes, ça peut être quelque chose que vous allez faire autrement.
Donc, je trouve que, comme j'ai dit, l'hyper-personnalisation, c'est pas possible. Donc, c'est pas vraiment possible de mettre une page de présentation en tant que telle, mais je pense que on peut le faire par la suite une fois que le document est généré. Euh, voilà. Quelle différence fondamentale existe-t-il entre cette application et la tech? Donc, bien sûr, comme j'ai mentionné à la première question, la tech, moi, je trouve que le problème, c'est que, encore une fois, il faut toujours aller chercher nos images, nos tableaux, tout dans tout dans nos répertoires différents. Puis surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que si jamais vous avez vu les résultats dans le texte, donc je vais encore une fois partager mon écran juste pour vous illustrer encore une fois à quel point c'est puissant. Donc, vraiment ici, nous avions... euh, hein? Donc ici, par exemple, je parle ici du jeu de données qui a le nombre d'observations ici et les variables. Donc ici, j'ai directement mis les résultats dans le texte. Je n'ai pas besoin d'aller dans LaTeX ou par exemple utiliser Overleaf, puis de taper ici. Bon, là, si j'étais en LaTeX, j'écrirais le jeu de données contient, puis là, j'irais voir, OK, c'était combien déjà? OK, 53 940 observations. Combien de variables? 10 variables. Fait que vous voyez à quel point ça peut devenir long si jamais on a beaucoup de résultats à écrire dans le texte. Par contre, ici, dans un Markdown, directement en prenant ici nos objets dans nos morceaux de code, on peut directement les mettre ici, par exemple avec nrow, ncol, puis pas juste ça. On peut mettre ici le minimum, ici maximum, bref, on peut mettre des sorties de ANOVA, on peut mettre des sorties de régression, d'équations structurelles, tout mettre au même endroit. Comme ça, encore une fois, pas besoin d'avoir les images, les tableaux dans un répertoire qu'on va chercher. On peut directement avoir les résultats dans le texte. Donc, c'est ça l'avantage principal que je vois d'utiliser un document comme Overleaf. Parfait. Donc, dernière question, je crois. Si je veux trier les codes et résultats que j'ai runnés pour la sortie, masquer certaines parties, par exemple, est-ce que c'est possible? Donc, oui, bien sûr. Par exemple, ici, j'en ai pas pour vous parler, bien sûr, parce que c'était un webinaire, mais je vais juste partager mon écran encore une fois. Euh, donc, ici, on voit que j'ai mon code ici. Voilà. Puis ici, on a des arguments que j'ai pas beaucoup parlé. J'ai juste dit que globalement, on pouvait les changer. Par exemple, ici, si je vais voir là, voilà. Donc, echo, quand je le mets à false, je suis capable de mettre juste les résultats sans le code. Donc, si echo est à true, ça va mettre le code et les résultats. Même chose pour warning et message. Mais on peut le faire individuellement ici. Ça, c'est mis globalement. Donc, si je veux faire echo égale à true ici, et je vais générer mon document. Donc, pour tout le document, nous ne verrons pas le code, mais juste pour celui-là ici, pour ce morceau de code, on va le voir. Donc, on va essayer de tricoter le document juste pour vous illustrer ce que ça donne. Donc, des fois, ça peut être long, puis surtout que je partage maintenant le webinaire, ça peut prendre du temps aussi. D'habitude, c'est plus rapide, là. Mais ici, ce que ça va donner, c'est que vous allez voir qu'il n'y aura pas le code pour tout le document, mais par exemple, pour ce morceau de code-là, on va le voir. Donc ici, vous voyez, donc echo était à false pour tout le document. Donc on n'a pas le code pour tout le document, mais par exemple ici, je l'ai mis à vrai. Donc on voit ici qu'on a notre code qui est ajouté ici avec, bien sûr, bon, il n'y a pas de résultat, mais parce que c'est juste un téléchargement de données. Mais par exemple ici, pour HIST, on n'a pas besoin d'avoir ce code-là on veut juste le graphique. Donc ici, echo serait mis à false. Puis il y a plein de façons ici. Il y a bien sûr un argument qui existe comme eval qui peut évaluer qui peut évaluer sans nécessairement mettre les résultats. Bref, il y a plusieurs façons de faire les choses ici. On peut aussi mettre, il y a aussi un argument qui est include, donc qui est mis à vrai. Donc, si c'est vrai, ça va inclure le code et les résultats automatiquement. Bref, il y a plusieurs façons de faire les choses ici. Donc, je vais arrêter de partager. Donc, je sais pas, il y a eu d'autres questions. Je pense pas qu'on a le temps de faire une autre question parce qu'il est déjà est 59. Ben, en fait, c'est pour le template. Je vais répondre rapidement. Pour le document Word, ici, on doit vraiment se focaliser dans l'option des styles dans le document Word. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement changer les paramètres là-bas pour modifier les sections et les sous-sections selon la couleur,
pour modifier la table des matières comme on veut pour que ça soit affiché comme on veut dans le document final. Donc, ce qui conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Je veux vous remercier encore d'être venu. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur Numea puis notre compagnie. Donc, on est une petite équipe, mais on sera toujours prêt à vous aider si jamais vous avez un mandat en statistique. Donc, comme Julie l'a mentionné, on a plusieurs volets. Donc, on a le volet scientifique, mais on a bien sûr le volet service à affaires et formation. Donc, venez nous voir si jamais vous voulez. Puis ça nous fera plaisir de vous aider. Merci à tout le monde. Ça conclut le webinaire pour aujourd'hui.